Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs, épisode 53. Aujourd'hui, on va parler de inbound marketing avec Alexandre Paquet. Alexandre est président et cofondateur de l'entreprise technologique LeadFox. Entrepreneur dans l'âme et investisseur, il est expert en marketing numérique, technologie et le inbound marketing depuis plus de 15 ans. Avant de commencer le podcast, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous permettent de créer ce contenu-là gratuit semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous supporte maintenant depuis plus de 4 ans et le réseau Mentorat. Sans plus tarder, j'aimerais inviter Alex. Salut Alex! Salut, comment ça va? Ça va super bien et toi? Yes, un beau podcast. On est au bureau en plus, on voit la gang. Belle Ah, ben, journée. je suis vraiment content de te recevoir. Puis on a eu des petits problèmes, on a ajusté ça, puis là, on est parti pour de bon. Alors, Alex, les gens et moi, plus principalement, j'aimerais savoir c'est quoi le inbound marketing? Le inbound marketing. Bon, le inbound marketing a été un peu introduit par HubSpot, un logiciel de marketing de blog au tout départ dans les années 2000. Donc, le inbound marketing, comme dit le terme, c'est faire venir à soi. Donc, versus de faire des publicités agressives, déranger les gens, etc. La mentalité du inbound marketing, la première étape, c'est de faire venir les gens à soi. Donc, quand les gens recherchent sur le web pour un mal de pied, pour leur tonte de gazon, bien qu'on puisse se faire trouver facilement. Par la suite, le but, c'est dans la mentalité du inbound, c'est pas juste d'attirer. C'est souvent des gens-là font un peu cette erreur-là de juste attirer, mais ils font pas le reste du funnel de l'entonnoir de vente, qui est vraiment de convertir ces gens-là qui viennent à soi, donc de générer des prospects, et ensuite de les nurturer, donc encore en termes anglais, de les nourrir, de s'engager avec eux pour les faire descendre et de s'engager avec la marque jusqu'à temps qu'ils soient prêts à acheter. Donc en résumé, l'inbound fait venir à soi les gens, les capturer le plus tôt possible dans un tonneau de vente et s'engager avec eux pour les mener à vente au bon moment. Versus que le marketing plus traditionnel, c'est plus du outbound marketing. On pousse des publicités pour que les gens viennent à nous. Alors, on envoie l'information, c'est ça? Si je C'est comprends bien. ça. Ben c'est ça, tu as comme les deux villes, les deux équipes qui s'affrontent, le outbound et le inbound. Il n'y en a pas nécessairement une de meilleure que l'autre. C'est sûr que le inbound est moins intrusif, mais le outbound, c'est ça. Tu vas vers la personne. Donc, tu fais du cold call, tu fais des appels à des gens pour leur proposer quelque chose, tu fais de la publicité sur le bord de l'autoroute. Tu interromps les gens pour dire allô, écoutez-moi, j'ai de quoi vous dire. Et versus le inbound qui pousse la mentalité de faire venir à soi. Il y a une chose, le inbound. Donc, qu'est-ce que c'est le inbound? C'est quoi les techniques de inbound pour faire venir à soi? Ben, une des techniques, c'est vraiment de créer du contenu. On crée du contenu, des blogs, avec tous des blogs de qualité pour répondre à des besoins. Et là, le but, c'est que quand on fait un blog, par exemple, comment avoir des finances, comment économiser pour le réel, comment faire face à l'inflation, comment avoir le gazon le plus vert possible, n'importe quoi, là. Mais créer des blogs de contenu qui aident votre persona et que les gens vont chercher sur Google ou encore la Toile du Québec dans l'ancien temps. Ils vont plus Google maintenant. Ils vont trouver votre blog, ils vont trouver votre identité, ils vont dire, OK, cool, c'est un blog qui m'intéresse. Et c'est à ce moment-là que vous devez le capturer et essayer d'avoir son email, par exemple. Une autre technique de inbound, par exemple, ça peut être de faire de la publicité Google Ads. Donc, Google Ads, c'est vraiment d'acheter des termes de mots-clés. Donc, quand les gens recherchent, par exemple, quelque chose, ben, vous êtes là dans les premiers résultats. Euh, Du Google Ads, c'est considéré du inbound marketing, j'aurais pas cru. Ça dépend les puristes, c'est des puristes ou pas, mais le Google Ads de la recherche de mots-clés, c'est faire venir à soi. Donc la personne, elle recherche, exemple, un nouvel appareil, etc. C'est faire venir à soi. Donc le Google, dépendamment si c'était un vrai puriste contenu, mais le fait du Google Ads, que les gens te recherchent, ils viennent à toi, c'est inclus dans le inbound. Ce qui est relié au contenu, initialement, que j'ai dit plus tôt pour le blog, bien sûr du SEO. Donc, de vraiment faire ranker des mots-clés, pas payer Google, mais faire ranker le plus haut possible. Et bien, donc, mais vraiment, la piste centrale du inbound, c'est le contenu. Que normalement, le but, c'est de faire venir à soi et de delighter, comme on dit en anglais,
impressionner la personne avec du contenu et le faire avancer dans un tunnel de vente. Puis le outbound, on le dit, on dérange. Exactement. C'est des stratégies un petit peu différentes, mais j'aimerais ça aller voir les avantages. Mais avant, on a parlé vraiment du contenu pour attirer les gens. On a parlé beaucoup de contenu écrit avec les blogs, avec des articles sur ton site web, mais est-ce que le contenu vidéo peut être aussi utilisé en inbound marketing? Oui, parce que le deuxième moteur de recherche le plus utilisé, c'est YouTube. Donc, c'est certain que faire du contenu vidéo très humain, ça rentre dans les noms. Donc, tout ce qui est type de contenu, blog, vidéo, infographie, il y en a sûrement des e-books, des guides d'aide, par exemple, tout ça rentre dans les demandes. Tout type de contenu peut faire vous aider à, attirer des gens vers vous pour les aider, vous prouver en tant qu'expert et faire du brand awareness. Ça, j'adore ça. Puis une compagnie qui est super bonne pour faire des pièces de contenu qui sortent bien sur les moteurs de recherche, là, c'est HubSpot. Je pense qu'à peu près n'importe quel mot-clé marketing qu'on cherche, HubSpot va avoir un article qui va être bien référencé sur ce mot-clé-là. Mais c'est beau créer du contenu pour attirer les gens. On met beaucoup d'énergie. Ça coûte cher créer du contenu aussi, là, pour créer du bon contenu qui attire. Ça coûte cher. Mais comment que je fais une fois que mon contenu est créé pour le montrer aux gens? Comment on fait pour le montrer aux gens? Bon, la première chose que vous devez faire, c'est si votre contenu, puis vraiment l'important, il faut faire attirer, mais on va parler du reste du funnel, c'est super important. Bon, on va dire qu'on fait du contenu. Bon, j'écris un blog. J'essaie de trouver une allusion, là. Ben, Créer du contenu. Hein? on peut y aller exactement avec Alias Entrepreneur. Mon but, c'est d'avoir des nouveaux abonnés à mon infolette parce que moi, je suis un média, puis je valorise la grosseur de mon nombre d'abonnés, mon taux d'ouverture, mon taux de clic, le nombre d'entrepreneurs qui viennent. Alors, on va y aller avec Alias Entrepreneur. Il faut que je crée du contenu qui intéresse les entrepreneurs, les solopreneurs de 0 à 50 employés pour les amener au prochain niveau. La première chose qu'il faut faire, puis plus tard dans le podcast, je vais donner des petits hacks aussi pour aller plus rapidement, mais c'est de créer, premièrement, on parle de le persona. C'est qui ton persona? C'est qui les personas d'Alias? Donc, c'est un entrepreneur, par exemple, de tel âge à tel âge, qui ont tel défi, etc. Mais là, on va commencer à créer un calendrier éditorial. Donc, quel contenu qui va vraiment intéresser ces gens-là? On crée le contenu. Et là, déjà, là, le key success, la clé du succès, c'est vraiment de créer un contenu de qualité. Il y a même des experts en SEO, donc de chez Moz, anciennement SEO Moz, qui disaient, vous avez du contenu sur le web en ce moment, arrangez-vous qu'il soit 10 fois meilleur. Comme ça, les algorithmes de Google, donc, ils vont passer à travers votre contenu, ils vont détecter automatiquement la qualité par rapport à le temps passé sur la page, l'engagement, les likes, etc. Et c'est là que là, on va pouvoir créer un actif. C'est comme je voulais dire en allusion tantôt des pierres à l'édifice. Commencez à créer des blogs de qualité. Commencez là à les partager sur les médias sociaux. Et de plus en plus, vous allez bâtir des briques de votre maison. Et de plus en plus avoir de blogs. Et comme finir comme HubSpot, par exemple, d'avoir énormément de visiteurs à chaque mois qui viennent sur tous vos blogs. Plus que le blog va de qualité. J'aimerais qu'on fasse une pause juste là. Ouais. Peut-être que tu t'en allais là, mais c'est quoi, comment qu'on définit un article de qualité? Un article de qualité. Bon, c'est sûr que la longueur qui est souvent, là, mais un article de qualité, c'est est-ce que bon, quand on revient initialement au persona en haut, on a un persona, on a un pain. Donc là, on a un article pour répondre à un besoin, un pain. Est-ce que l'article, en le regardant, là, on répond en détail au pain et c'est facile de le lire, de le comprendre, etc. Il faut que quand la personne, elle lise, elle se dit, waouh, c'est vraiment ça que j'ai cherché. Waouh, ça m'a vraiment aidé. Je veux le partager à mon audience, à mes amis, parce que ça m'a vraiment aidé, moi. Il faut qu'il y ait un effet wow. C'est ça, là, un article de qualité. Après, c'est très vague ce que je dis là, mais... Après ça, il y a des termes techniques, mais on a fait d'autres podcasts. Là, les gens qui se demandent est-ce que j'ai le bon personnel, est-ce que mon personnel est bien défini? On a un podcast sur ce sujet-là. On a des podcasts aussi sur le SEO. Alors, on parle de SEO après pour l'optimiser. Ouais. Mais j'adore ce que tu dis. Un article de qualité, c'est pas techniquement comment il fait pour mieux sortir. Un article de qualité, c'est est-ce que mon persona va aimer l'article, puis va tellement aimer l'article, je vais tellement avoir répondu à son besoin qu'il va même l'envoyer à ses amis peintres, dans le cas d'Alias, à ses amis entrepreneurs. Hey, lis cet article-là sur la convention d'actionnaire, j'ai tout compris sur ce sujet-là. Pour moi, c'est ça, un article. Qu'est-ce que je comprends
de qu'est-ce que tu m'expliques, c'est ça un article de qualité. C'est ça. Et après, il y a l'aspect technique, le bon mot-clé, les bons méta, etc. Mais vraiment, toute technique de SEO est toute basée sur ce que je viens de dire. Google, c'est ça qu'il veut. Lui, à la base, la job de Google, c'est d'amener les gens vers les meilleurs contenus, les meilleurs articles. Donc, il faut s'arranger. Après, il y a plein de termes techniques, là, bien sûr, d'un article de qualité. Il y a aussi une étape 2 pour l'étape d'un article de qualité, ce serait la conversion. Peut-être qu'on va en parler plus tard dans le podcast. Mais tu as posé la question, c'est quoi l'article de qualité? Et donc, le but, c'est de bâtir des pierres à l'édifice, de plus en plus d'articles de qualité. Et à un moment donné, de façon naturelle, le trafic va de plus en plus augmenter et être exponentiel. Je vais donner un exemple. Okay? Chez Ludis Medium, une de mes anciennes agences de marketing, Pierre-Yves, un de mes anciens stratèges, bonjour Pierre-Yves si tu m'entends, avait fait un article comment bien utiliser Google Tag Manager. L'article, elle faisait genre 1800 mots, 2000 mots, mais était super technique. Elle avait tellement été bonne que Google l'a mis sur un de ses forums. On reçoit encore 100 visiteurs par mois sur ce blog-là. Pourquoi? Parce que c'est un blog de qualité et qui a eu un effet wow. Et là, c'est là qu'on va chercher le trafic SEO. Puis bien sûr, c'est pas du jour au lendemain le trafic, mais quand on commence avec ça, tant mieux. Et donc, une pierre à l'édifice de plus en plus de blogs de qualité. Et là, naturellement, il va y avoir du trafic organique qui va venir sur votre site. Bon, disons qu'on fait des vidéos. Des vidéos, comment je fais pour me faire voir? Donc, mes blogs, vous faites un blog, soyez certain qu'il soit bon, la basique SEO, soyez certain de le partager sur vos médias sociaux le plus possible. Est-ce que vous faites un peu de publicité dessus? À voir sur les gens qui ont vu votre site web, par exemple, mettre un petit 20$ par mois, ça peut être intéressant. Côté vidéo, si on fait des vidéos, là, le but, ça serait d'aller chercher le plus possible de vues sur YouTube, d'aller chercher plus d'abonnés. Ça serait de faire de la publicité. Tu as dit qu'il y a un mot tantôt, tu as dit la newsletter. Bon, OK, on fait du ping-pong, là. Mais tu me dis comment je fais pour augmenter ma base de newsletter. Ben, c'est possible de faire de la publicité, donc un petit hack pour augmenter mes leads, les gens qui sont abonnés à mon infolettre. Il y a plusieurs façons d'augmenter votre base de leads qui sont intéressés à votre contenu. Ça pourrait être un simple, la newsletter secrète des meilleurs trucs financiers pour être Liberté 45, par exemple. Ou ça peut être vraiment, donc les gens s'abonnent à votre blog. Donc là, les gens, si vous avez 5 nouvelles personnes qui s'abonnent à votre infolettre, vous avez 5 personnes de plus qui vont recevoir votre infolettre de qualité effet wow, qui vont le lire, vont devenir addicts, qui vont partager. Donc, vous venez vraiment créer des subscribers de plus en plus qui vont venir en créer. Et sur votre blog, vous arrangez qu'il y ait des outils de conversion efficaces. Donc, ils vont venir s'abonner à votre infolette. Ça fait un peu une synergie. Ça fait un effet boule de neige, puis on va vraiment voir ça dans l'entonnoir de vente un petit peu plus tard dans le podcast. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que si mon article est de qualité, je vais avoir la confiance et la crédibilité de mon persona, de mon visiteur sur mon article de blog. Si la personne aime mon vidéo, il faut que je le redirige. Après, on va le voir dans l'entonnoir de vente. Mais s'il aime mon vidéo, je vais avoir son audience, son attention, et puis je vais être capable de le rediriger vers une action pour le transporter d'un visiteur à un prospect et un lead éventuellement. Alors, on va voir ça un petit peu plus tard dans l'entonnoir de vente, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu me dises les avantages du inbound marketing, puis aussi, il y a de l'air d'avoir des inconvénients parce que créer du contenu, c'est long, puis référer le contenu aussi, il y a un laps de temps avant qu'il sorte, puis qu'on aille chercher des leads. Alors, est-ce qu'on serait capable de rapidement lister les plus gros avantages du inbound versus les inconvénients? Puis, bien sûr, restez à l'écoute. J'ai des petits hacks à la fin, comme je vous ai dit. Mais l'avantage du inbound. L'avantage du inbound, c'est vraiment de vous positionner en tant qu'expert sur votre audience. Donc, faire beaucoup de brand awareness. Je crois que beaucoup de gens connaissent l'entonnoir de vente. Donc, l'entonnoir de vente, bon, on va en parler dans quelques instants, mais à la fin de l'entonnoir de vente, il y a ceux qui veulent acheter, puis il y a ceux en haut qui est votre persona. Le but du inbound, c'est d'aller chercher le plus possible de gens en haut de l'entonnoir de vente pour que votre marque soit reconnue. L'avantage du inbound, c'est d'avoir plus de brand. Donc, lorsque les gens ont besoin d'acheter, ils vont penser à vous. Donc, ça, c'est la base un peu BABA. La deuxième chose, l'avantage du inbound marketing, c'est de créer des actifs marketing. Les gens ne le savent pas,
mais avoir un actif marketing, avoir une base de données d'emails de contacts intéressés à votre marque est hyper important. Donc, ça permet d'aller chercher de la prédictivité. Imaginez-vous, si vous avez une entreprise qui doit passer une crise financière ou finalement faire ses ventes, qui ont 1000 personnes dans leur base de données, puis qu'il y en a 80 000, dis-moi pas ta réponse de qui va pouvoir faire des ventes le plus possible sans mettre aucun argent en publicité, la réponse va être vite répondue. Donc, c'est vraiment le deuxième avantage, c'est créer un actif marketing. Puis la troisième chose, je l'ai dit un peu plus tôt, faire créer de la prédictivité. Donc, au final, on va aller chercher plus de gens. On les rentre en termes de leads, en prospects qui sont nourris par notre contenu. Et par la suite, un pourcentage X à chaque mois vont devenir clients. Donc, c'est ça les grands avantages du brand. Vous, en tant qu'expert. Puis ça, je vais faire une pause juste là. Quand tu as parlé de créer l'actif numérique, moi, quand j'ai commencé en marketing, je mesurais juste la conversion dollar investi, nombre de personnes qui ont acheté. Alors, c'était vraiment mon métrique de base quand j'ai commencé. Puis j'avais vraiment sous-estimé le pouvoir de l'awareness, le pouvoir du brand awareness aussi, de la puissance d'une marque. Puis le inbound marketing va vraiment aider à augmenter la notoriété de la marque en créant du contenu de qualité. Puis ça va faire diminuer tous les autres coûts aussi du outbound marketing par la suite. C'est certain. Au final, tout ce qui est brand vient améliorer tous les autres investissements. Puis aussi une chose, donc tu as dit le mot actif, il y a l'actif du brand qui est plus intangible, mais aussi l'actif du nombre de prospects, de gens qu'on génère qui sont nourris par notre contenu, que c'est plus tangible. Faut jamais sous-estimer ça. Non, du tout. Puis, si maintenant on y va du côté des inconvénients, parce qu'il y en a certains, là, des inconvénients au inbound marketing. Là. Les inconvénients, c'est que ça prend du temps. Donc, c'est pour ça qu'à la base, des fois, nous, on faisait un peu du inbound boosté, on appelle un peu avec la publicité. Mais l'inconvénient, c'est disons qu'on est puriste. On est puriste, puis qu'on fait du inbound. Ben, on va dire qu'on investit 5 heures par semaine à créer un article de qualité. Donc là, on crée l'article de qualité, on a un bon blog qui convertit, et là, on a un article par semaine. Là, maintenant, après 6 mois, on va commencer à avoir du trafic, la reconnaissance, des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On va créer un bel actif qui va nous amener des visiteurs à vie. Mais ça prend du temps. Donc, il faut avoir ça en tête. C'est coûtant, créer le contenu. Et ensuite, ça peut prendre beaucoup de temps avant d'avoir les visiteurs. Donc, c'est super important. Beaucoup de gens font l'erreur de faire du inbound, du contenu, sans avoir les bonnes stratégies de conversion pour rentabiliser. Donc, ça, on va apprendre dans le tour de vente, mais important, n'importe qui est sur l'écoute en ce moment, si vous investissez en contenu, ayez des très bons outils de conversion. On va en parler. C'est inconvénients. Alors, le plus gros inconvénient, c'est le temps que ça prend avant que ça sorte. On a dit 6, 7, 8, 9 mois, mais quand on commence, on n'est pas nécessairement expert. Alors, ça peut même être 12 mois, 24 mois, 36 mois avant d'avoir l'effet à escompté. Fait que c'est vraiment l'aspect temps le plus gros inconvénient, mais à long terme, c'est pas mal le meilleur investissement parce que ça devient un actif. Puis, si on y va maintenant, pour bien comprendre, parce que depuis tantôt, tu m'expliques, Alex, il faut avoir des bons outils de conversion dans notre contenu pour que ça vaille la peine. Mais on pourrait s'expliquer rapidement, c'est quoi les 5 étapes de l'entonnoir de vente? Les 5 étapes d'entonnoir de vente, bon, c'est dommage que je ne peux pas partager mon écran, mais si on part de en haut, souvent les gens, la première étape d'entonnoir de vente, donc un entonnoir de vente, c'est quoi? C'est c'est le cycle d'achat d'un client. Par où est-ce que la personne est jusqu'à temps qu'il achète? La première étape, souvent, c'est je me promène donc je commence à avoir un problème. Ah, OK. Je commence à avoir mal aux pieds. Bon, mais OK, j'ai mal aux pieds. Donc, that's it, la personne a mal aux pieds. À un moment donné, elle va dire, bon, ben, je vais commencer à trouver des solutions, à rechercher sur le web pour régler mon mal de pied. Ça va faire 6 mois, puis je commence à avoir des choses dans mon pied. En tout cas, on va dire, je commence à souffrir. Donc, il commence à rechercher. L'étape numéro 2, il sait qu'il y a un problème. Étape numéro 2, là, il recherche pour la problématique, comment la régler. Étape numéro 3,
Il commence à magasiner, à faire du shopping, à regarder les solutions sur le marché. Ah, ok, intéressant, je pourrais avoir tel soulier, tel ci, tel ça qui pourrait m'aider, ou je pourrais avoir un thérapeute pour mon pied. Je connais pas le terme, désolé. Donc là, c'est l'étape numéro 3. Je suis en mode de rechercher une solution très activement puis à magasiner. Et l'étape numéro 4, ben, c'est l'achat. Donc vraiment, la personne a dit, bon, parfait, je veux telle chaussure. Il s'en va dans 3 magasins de la ville, achat local important, et il achète la bonne avec lui qui a eu le bon service, on va dire, les bons conseils, le bon produit. L'étape numéro 5, qui est qui est souvent sous-estimée, c'est la fidélisation. Une personne achète, par la suite, qu'elle continue de réacheter, de faire on appelle ça du upsell, du cross-sell ou de référer, hyper important. C'est les 5 étapes d'un funnel, d'un entonnoir de vente, qui ne sont pas à hésiter. Et si vous avez bien suivi depuis le départ, les 5 étapes, si on fait du inbound, vous avez un gros avantage compétitif versus vos compétiteurs. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va avancer dans l'entonnoir de vente, mais s'il trouve votre contenu et qu'il vous connaît, il y a beaucoup plus de chances qu'il achète chez vous. Puis j'irai encore plus loin. Si vous avez bien défini son besoin, que lui-même a défini, vous lui expliquez le cheminement qu'il doit prendre, puis vous lui présentez la solution, il n'y a presque aucune raison de ne pas acheter la solution que vous lui présentez. Alors, c'est un très gros avantage versus le compétiteur qui fait seulement mettre des annonces de souliers. Acheter ce soulier-là pour ne plus avoir mal aux pieds, mais c'est une annonce. On n'explique pas pourquoi que j'aurais plus mal aux pieds avec ce soulier-là. Est-ce que ça répond vraiment à mon besoin? Je ne sais pas. Alors, c'est vraiment ça que je vois du inbound. Puis, vous avez un super de beau guide sur votre site, Alex, là, que j'ai lu et que j'adore, que j'utilise encore. C'est le guide du marketing automatisé rentable et simple. Puis, dans ce guide-là, il y a un chapitre complet sur l'entonnoir de vente. Je vais mettre le lien pour télécharger le guide en note de ce podcast-ci. Alors, si vous êtes intéressé d'aller plus loin, de lire davantage sur l'entonnoir de vente, puis vraiment sur le marketing automatisé, ça va être un super de bon guide qui va être dans les notes du podcast. Maintenant que je connais les 5 étapes de l'entonnoir de vente, on a parlé beaucoup du contenu, d'avoir du contenu de qualité, mais une fois que le visiteur est sur mon site, qu'est-ce que je dois faire pour aller capturer soit son adresse courriel ou de le faire passer à l'action pour aller plus loin? Donc là, tu as parlé d'un point important, puis si on revient à l'entonnoir de vente, les gens qui arrivent sur votre site web, il y a seulement 5% qui sont à la dernière étape de l'achat. La plupart, le 95% des autres visiteurs sont tous plus hauts dans l'entonnoir de vente. Donc souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font comme erreur? C'est faire mon site web juste, contacter moi ou acheter. Puis le monde sont tristes parce que j'ai 1000 visiteurs par mois, puis il y en a seulement 3 qui ont acheté chez moi ou qui m'ont contacté, ou peut-être 30 en vérité sur ces 1000, excusez-moi. Donc, le but, c'est de prendre une grande partie de ces gens-là et les capturer plus tôt. Donc, ta question est super bonne. Là, il y a des gens qui viennent sur mon site, sur mon blog. J'ai investi du temps et de l'énergie pour faire venir ces gens-là de bouche à oreille, du SEO dans mon contenu. Ben, le but, c'est de leur offrir quelque chose. Donc là, dans l'entonnoir de vente, là, c'est un peu des conférences que je fais en ce moment. Pour capturer l'information du visiteur, il faut offrir quelque chose au visiteur qui lit votre blog ou navigue votre site web. C'est un échange de bons procédés parce que quand la personne elle met ses informations, là, son nom, son prénom, email, même peut-être même ses informations personnelles comme son numéro de téléphone ou son budget d'investissement, je dis n'importe quoi, il donne une partie d'âme. Qu'est-ce qu'on va lui donner contre sa partie d'âme? Il faut que ça vale quelque chose, il faut que ça ait de la grande valeur pour qu'il dise parfait, je vous donne ma partie d'âme. Bon, en tout cas, ces informations, c'est ce que je veux dire. Et là, pour faire ça, il faut avoir une offre. Il faut leur donner de la qualité, du contenu, de la valeur. Donc, par exemple, si une personne arrive sur ton site web et on veut avoir son email avant qu'il quitte, avant qu'on le perde à tout jamais, par exemple, ça pourrait être de hey, abonnez-nous à notre newsletter, comment être, comme on l'a dit, recevoir des trucs et astuces, comment être être libre. Un succès, exemple. Un entrepreneur à succès, par exemple, ou encore les meilleurs trucs pour garder vos employés ou pour faire le recrutement de personnel. Donc, OK, mais je m'abonne à ce blog-là. Donc, ça peut être un abonnement à la newsletter que vous avez prévu plus tôt, qu'on a discuté tantôt. Ou encore, ça peut être une offre plus concrète comme un e-book. Donc, un e-book sur comment avoir du marketing automatisé simple, un e-book comment faire le recrutement. Un e-book, ça peut être aussi 6 pages, ça peut être 20 pages, ça dépend. Ça peut être aussi une checklist
Ça peut être même vos produits qui sont en promotion. Donc, il y a plein de façons. On a un blog là-dessus, des 45 lead magnets, 45 offres faciles à faire pour capturer des leads. On pourra le mettre si tu veux. Puis ça, qu'est-ce que j'aime beaucoup, Alex, là, de ce que tu viens de dire, c'est qu'on peut aller sur un offre générique comme le newsletter. C'est mieux de ne pas avoir d'offre du tout. Mais si je suis sur un article précis, tantôt on parlait de ton problème de pied, j'explique le problème de pied, puis que je fais un lead magnet directement en lien avec l'article. Mais là, j'ai beaucoup plus de chances que la personne me laisse ses coordonnées pour que je puisse continuer dans le processus de vente et le faire évoluer. Là. Ça, c'est très vrai. Au final, plus qu'on est contextuel, mieux que c'est. Donc, déjà, vous connaissez votre persona, vous connaissez les gens qui viennent sur votre site web, mais déjà là, s'il y a un besoin précis pour un blog sur le voyage, le recrutement, par exemple, ou par exemple le recrutement ou encore l'entrepreneur à succès ou le marketing, c'est sûr que si arrangez-vous que vos offres, que ça peut être une newsletter ou encore un livre blanc, une étude de cas, une vidéo, un e-book, il y a différents types d'offres, soit en lien avec l'article du blog. Puis juste pour faire du pouce pour les gens qui connaissent un petit peu moins ça, puis qui sont dans le début des lead magnets, puis des pop-up, puis des offres, c'est quand même relativement simple de personnaliser les pop-up, les offres par page de ton site ou par catégorie d'articles sur ton site. Alors, par exemple, sur le site d'Alias Entrepreneur, tous mes articles de catégorie finance, je serais capable de faire un lead magnet en lien avec les articles de la catégorie finance. Puis je peux aller de plus en plus granulaire plus qu'on avance dans le temps. Là. Alors, ça fait peur initialement, mais ce n'est pas tellement complexe à mettre en place. Yes, et si on va aller un peu plus loin aussi, les offres, j'ai nommé plein de types d'offres très rapidement, mais des offres souvent sont reliées à où est-ce que l'endroit est dans son entonnoir de vente. Donc, si par exemple la personne est en mode achat, on va y offrir une séance gratuite, on va y offrir un code promo, on va y offrir parler avec un spécialiste, des choses comme ça. Si la personne est plus en mode de recherche de solutions, on va lui offrir possiblement un guide d'achat pour bien choisir son logiciel d'impôt. Ça peut être aussi une étude de cas de voici comment Ginette a réussi à sauver 75% de son temps dans la comptabilité. OK, je veux savoir comment, puis bien sûr, dans cette étude de cas-là, ben, c'est vous qui l'avez fait sauver 75%, ça vous pousse en tant qu'expert, puis ça rassure la personne à acheter. Donc, bien sûr, on pourrait faire un webinaire complet sur les offres à faire pour faire avancer les gens dans l'entonnoir de vente et les rassurer et les fidéliser à votre marque puis devenir client. Mais grosso modo, e-book, concours, abonnement au blog, ça permet de générer facilement des leads. Tout ce qui est études de cas, livre blanc, liste de produits en promotion, ça peut être quand la personne est en train de magasiner. Puis ensuite, il y a la partie de achat qui est vraiment code promo, prendre un rendez-vous, essai gratuit du logiciel, etc. C'est ça, en résumé, les Moi, je suis un maniaque de sport puis de sport nautique aussi. Ouais. J'ai magasiné un wetsuit dernièrement, puis peu importe les grosses marques, la Boeing, Quicksilver, quand on va sur son site web et qu'on est sur les pages de boutique de produits, alors par exemple que je magasine vraiment le wetsuit, je suis sur la page pour acheter, après un 15-20 secondes sur la page, j'ai un pop-up qui apparaît qui dit « Laissez-nous votre adresse courriel, puis vous allez recevoir 15% de rabais sur votre achat ». Alors, ça permet d'aller chercher, c'est une action directe pour m'inciter à l'achat, mais si je n'achète pas là, j'ai laissé mon adresse courriel pour qu'il me relance. Puis ça va être la prochaine étape. C'est beau avoir des leads, c'est beau aller chercher des adresses courriel, mais une fois que j'ai l'adresse courriel, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, disons qu'on capture, ben, le but après, ça va être de faire avancer la personne dans l'entonnoir de vente. Donc, nous, ce qu'on recommande toujours à nos clients, c'est, premièrement, il y a un mythe. Je crois que tu voulais l'aborder de je veux pas achaler mes gens, je veux pas achaler les gens. Même, revenons, tu as dit le mot pop-up il y a un instant. Excuse-moi de faire un peu de recul, là, de rétro-pédaler. Les gens disent, je vais pas mettre de pop-up sur mon site puis offrir mon offre je veux pas les déranger. Alors, je te pose la question. Oui ou non un pop-up sur le site web? Oui ou non offrir de la valeur à vos visiteurs? C'est ça la question à poser. Parce qu'à la base, le pop-up n'est que l'outil pour leur offrir. Donc, lorsque vous dérangez les gens dans la rue, puis vous dites, hey, je m'excuse de te déranger, tiens 5 $, la personne en va-tu chialer? La réponse est non. Elle est contente, elle reçoit de la valeur. Bon, 5 $ du cash, un peu direct comme exemple, mais juste pour vous donner un peu, on dérange les gens, oui, on a raison.
mais on la dérange avec une offre qui a de la valeur. Donc, un code promo de 15%. Hey, reçois les trucs et astuces, comment être le meilleur entrepreneur. Ben, OK, cool. Je suis content que tu me déranges, mon vieux. Tu m'offres de la valeur. Donc, oui. La réponse est oui, le pop-up. Mais bien sûr, un pop-up qui a de la valeur pour votre visiteur, pour votre persona, qui va être content de le voir. Donc là, oui, pop-up. Et là, on revient à ta question suivante. Tu disais, qu'est-ce qu'on fait quand on a un email? Encore là, des gens vont dire, ah, je ne veux pas déranger les gens par email, ils en reçoivent beaucoup. Encore là, est-ce que vous offrez de la valeur à vos gens? Donc, nous, ce qu'on conseille donc, disons que vous allez capturer le email sur votre site web, que ce soit sur votre blog, votre homepage ou autre. OK? On capture l'information du visiteur. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Le but, c'est de le faire avancer dans l'entonnoir de vente. Donc, moi, de mon côté, la première chose que vous devez faire, c'est de déjà là, aujourd'hui, commencer à envoyer des infolettres au moins mensuelles ou hebdomadaires à toute votre base d'email. Base d'email, c'est quoi? C'est une vraie mine d'or parce que c'est des clients qui ont acheté dans le futur, qui peuvent réacheter et que ça peut être des leads, des prospects qui vont acheter. Donc, si vous ne leur communiquez rien en ce moment, c'est une perte d'argent pour vous. Alors, donc, déjà, j'ai capturé le lead, il faut que je l'envoie dans un logiciel de marketing automation. Je ne l'envoie pas dans ma base de contact Outlook ou cellulaire pour lui envoyer un courriel manuellement. Non, ben c'est sûr qu'il faut que vous ayez un logiciel de marketing, donc ça peut être LeadFox ou autre. Mais oui, vous devez donc, exemple LeadFox, on inclut les pop-up pour capturer des informations qui rentrent automatiquement dans LeadFox pour ensuite faire l'automatisation d'email et email normal. Donc oui, quand vous générez le lead, il faut que ce soit bien sûr synchronisé avec votre logiciel de marketing. Par la suite, là, important, étape numéro 1 que j'ai dit, c'est commencer par faire vos newsletters. Vous en avez déjà en ce moment des leads. Là. Les gens, souvent, ils disent, ah, j'ai aucun email. Non, vous en avez plein en ce moment. Commencez à faire vos infolettes une fois par mois pour engager les gens. Ça peut être une nouveauté de l'entreprise, un nouvel employé, une promotion, un nouveau local, tout ce qui est un nouveau blog, comme on a dit plus tôt. Donc, commencez à faire ça. Donc, ça, tous vos leads que vous avez en ce moment et que vous allez avoir dans le futur, ils vont déjà recevoir ces infolettres-là. Étape numéro 1. Mais si vous n'êtes pas convaincu pour les courriels, dans le guide du marketing automatisé rentable et simple, là, il y a une statistique que j'ai fait lire à mon partenaire tout à l'heure, que c'est quand on commence à avoir une infolette, dans les 6 à 9 mois, on augmente les ventes de 10% simplement grâce à l'infolette. Oui. Alors, c'est quand même ça. Je pense que c'est une statistique, là, j'essaie de la retrouver rapidement, mais je pense que ça provenait d'une source comme HubSpot ou quelque chose dans ce style-là. Mais c'est 10% d'augmentation de vente, simplement parce qu'on envoie une infolette. Alors, c'est directement relié, là. C'est énorme. Au final, oui. Puis je te donne un exemple. La plupart des sites e-commerce que je connaisse, la plupart de leurs ventes viennent de leur infolettre. Donc, vous devez envoyer des infolettes. Mais souvent, des gens vont dire, je ne veux pas les déranger. Mais offrez de la valeur. Soyez le plus humain possible. Le mieux, là, en pensant, quand on envoie une infolette, là, c'est une interaction avec un humain. Une interaction avec une personne qui vous connaît. Donc, soyez humain aussi. Souvent, les gens, j'ai pas trop d'idées quoi faire. Ben, si vous planchez sur un blog, envoyez-la. Donc, on en a parlé plus tôt. Vous avez un bon coup à dire d'un employé, hey, elle s'est achetée, elle vient de déménager ou encore elle réussit elle. N'hésitez pas. Les gens aiment ça, le côté humain. C'est qu'est-ce qui rapproche les gens. Ça peut être une promotion que vous leur envoyez. Ça pourrait être un nouveau produit que vous lancez. Ça peut être un message du président, tout simplement, pour annoncer le début de l'été. Soyez humain. Donc, moi, je conseille une infolettre à chaque semaine ou au moins à chaque mois. Et après, il y a le marketing automatique pour faire descendre les gens dans ton ordre de vente. T'as-tu quoi à dire avant que j'embarque là-dedans? Oui, ben dans le fond, je viens de sortir la page du guide, là. C'est en de 6 à 9 mois, c'est Gartner Research qui a fait la recherche. Par la suite, on va parler de descendre dans le blog avec le lead nurturing qu'on nourrit avec de l'information. Ça génère 50% plus de prospects et on diminue le coût. Le coût est inférieur à 33% selon Forrester Research. Puis pour ceux qui ne sont pas encore convaincus de commencer à faire du inbound marketing, à chercher des abonnés à l'infolette, envoyer du contenu, puis tout rentrer ça dans un marketing automatisé. Je vais lire la dernière stat qui provient encore une fois de ton guide, Alex. La stat est de Annuitas Group.
les entreprises qui utilisent le marketing automatisé observent en moyenne une augmentation de 451% en prospects qualifiés. Puis ça, c'est énorme, là. Tu sais, pour une entreprise, on se bat pour avoir des ventes, on se bat à mettre de l'argent sur les médias sociaux, en AdWords, en achetant des panneaux sur le bord de l'autoroute pour aller chercher des nouveaux abonnés. Simplement en ayant du inbound marketing, un marketing automatisé, puis en créant du contenu, on augmente énormément les stats. Alors, ça fait le tour de les statistiques que je voulais partager. Tu peux continuer dans l'entonnoir de vente, Alex. Et tu as entièrement raison. Il faut absolument que n'importe quelle entreprise démarre le marketing automatique puis le inbound, mais souvent, c'est de commencer un premier pas. D'aller tranquillement puis pas de faire la grosse machine. Mais là, on a parlé, on prend juste une petite pause. On a parlé de quoi? Là? On a parlé en amont de c'est quoi l'inbound marketing. On a parlé de comment générer du trafic sur son site web. On a parlé qu'il c'est important de capturer l'information. Pourquoi? Pour créer des actifs marketing, avoir des gens qui veulent des prospects pour votre entreprise. Excusez-moi. Et ensuite, maintenant, on parle de comment on s'engage avec eux et les mener à la vente. On a parlé de l'infolettre. Et là, maintenant, ce que je vais vous parler, c'est d'un entonnoir de vente automatisé. Lorsque les gens... Donc, qu'est-ce que c'est un entonnoir de vente automatisé? C'est une séquence d'emails qui va se faire automatiquement. Donc, on va envoyer des emails automatiquement à la bonne personne au bon moment. Puis, il y a deux façons d'envoyer ces emails-là. C'est par l'information de base qu'on a sur la personne. Est-ce que c'est un entrepreneur? Est-ce que c'est l'employé de service? Est-ce que c'est une femme qui aime le yoga? Est-ce que c'est un homme qui aime le CrossFit? Donc, on peut personnaliser des séquences d'emails par rapport à ça. Et on peut aussi le faire via du comportemental. Comportemental, la personne arrive sur votre site, puis elle télécharge votre code promo. Ou arrive sur votre site, puis elle télécharge votre guide de comment être un entrepreneur à succès. Rendu là, vous pourrez leur envoyer une séquence d'emails de peut-être 4 emails en un mois pour essayer de tenter de le faire avancer dans l'entonnoir de vente. Donc, la personne, elle vient sur votre site, elle allait partir, mais elle a laissé ses informations de base contre une offre. Elle rentre dans votre logiciel, elle est automatiquement abonnée à votre newsletter mensuel, comme on a dit, mais elle va recevoir 4 emails dans le mois. Par exemple, merci Jacques d'avoir téléchargé notre super guide de comment être un entrepreneur à succès. Nous sommes, je sais que vous offrez pas ça, mais Alias Entrepreneur, on est là pour rendre les entrepreneurs à succès. N'hésitez pas à s'élever des questions. Après 5 jours, on peut dire, Jacques, est-ce que tu as lu le guide? On n'aura pas une réponse, c'est un email. Là. Mais grosso modo, regardez, si vous n'avez pas réussi à le lire, on vous offre une séance gratuite de 30 minutes avec un de nos experts en entrepreneuriat pour vous dire laquelle de ces stratégies serait plus efficace pour votre entreprise. Et tout simplement, là, dans cette séance-là, vous essayez de vendre, par exemple, vos services. Mais tu dis qu'on n'aura pas de réponse, mais ça, c'est pas 100% vrai parce que dans le courriel qu'on écrit, on peut mettre des boutons pour dire oui, je l'ai lu ou non, je ne l'ai pas lu, puis là, repartir dans un split de la séquence de courriel. Là, on rentre dans du technique, là, mais on peut aller chercher de l'interaction et faire acheminer dans son cheminement. T'as entièrement raison. Excuse-moi, j'ai dit une fausseté. Il y a des gens qui vont répondre aux emails, puis oui, on peut poser des questions en call to action. Mais oui, d'accord, on dit, avez-vous lu le guide? Êtes-vous intéressé par la séance? On peut dire, est-ce que vous serez disponible cette semaine? Puis on attend une réponse. On peut mener à un lien qui mène à une prise de rendez-vous ou encore même, aller encore plus loin, à la fin, exemple, on a 4 emails qu'on envoie dans le mois pour essayer de faire avancer la personne. On prend la personne qui veut devenir un entrepreneur, puis il y a l'achat de la formation, on va dire, à la fin. Mais là, on essaie d'y offrir une séance gratuite qui est entre les deux offres initiales, donc pas l'offre, mais le niveau, donc en train de magasiner et l'achat. On offre de quoi pour le faire avancer là. Et oui, par la suite, Anthony, il est possible de faire des choses encore plus poussées en automatisation. Donc, la personne, elle télécharge mon guide. OK, c'est un homme et une femme. On va faire une séquence d'emails différentes sur ces gens-là. Et là, grosso modo, on leur demande à la fin, le 4e email, notre last shot, on ne va plus lui envoyer d'autres emails à part la newsletter standard. L'avez-vous lu, le guide? Oui, non. Dépendamment de s'il a répondu oui ou non, tu as raison. On peut créer une autre séquence d'emails pour dire l'avez-vous aimé? Ou encore, sinon, tu peux l'envoyer à des formations vidéo qui vont être plus facilement digestes pour cette personne-là, qui a refusé les demandes de séances, par exemple, ou de webinaires que vous avez fait en amont. Si vous connaissez sur un podcast, il n'y a pas vraiment en ce moment d'appui visuel pour les différents exemples, là. Mais
Séquence automatisée, le but est simple. On capture le lead et le but, c'est d'envoyer une bonne séquence au bon moment à la bonne personne. J'ai un autre Pour le exemple, faire mais vas-y. descendre jusqu'à l'achat. Jusqu'à l'achat. Puis, Donc, puis là, une fois que la personne achète, là, parce qu'on va accélérer un petit peu pour la fin, là, la personne, c'est elle parfait. a acheté, je peux le retourner dans mon logiciel de marketing automatisé. Puis c'est à ce moment-là que je vais essayer de le fidéliser pour aller Yes. chercher des achats futurs. Alors, ça vient avec plein de séquences qui peuvent être préétablies, en fait, que je conseille de préétablir pour faire cheminer le client puis qu'il devienne un ambassadeur de sa marque. Yes. Et l'entonnoir qu'on a parlé plus tôt, le but, c'est de faire des séquences automatisées d'emails de communication pour le faire avancer. Donc, dès qu'il achète, arrêtez pas là. Vous devez absolument avoir une séquence d'emails de 3 mois, par exemple, qui lui demande comment avez-vous apprécié votre service? Avez-vous des recommandations à nous dire? La personne va aimer ça qu'on lui demande un feedback. Par la suite, après, on pourrait offrir des produits complémentaires à ce qu'il a acheté. On pourrait aussi demander une référence client. Hey, on vous a aidé. Avez-vous quelqu'un à nous recommander? On vous offre 300 $ si vous nous référez un ami. Et d'avoir une belle séquence d'engagement. Un autre exemple d'engagement qui n'était pas client, peut-être que je fais encore du rétro-prédalage, mais un gym que la personne elle commence. Ah oui, disons qu'elle achète. Elle achète, ça passe. Bon, c'est tout que le moyen d'affaires, des fois, c'est qu'on n'y va pas et qu'on paye quand même, là. Mais le but, c'est d'avoir une séquence d'emails qui va engager la personne. Hey, pour ta première semaine, voici qu'on te conseille. Deuxième semaine, puis vraiment envoyer du contenu engageant qui va hyper la personne, la motiver à venir au gym puis s'entraîner. Elle a acheté, mais on la motive pour continuer à consommer notre produit. Puis ça, qu'est-ce que j'adore là-dedans, c'est qu'on peut le motiver. Puis si on prend l'exemple des gyms, je pourrais lui donner des premiers conseils, puis l'orienter vers acheter un service d'un Yeah. coach qui travaille dans le gym pour faire de l'upsell. Puis si la Yes. personne vient, c'est connu que si tu consommes un produit, tu as plus de chances de renouveler l'année suivante, de renouveler ton abonnement, puis que ça devienne une habitude. On a un podcast justement sur la création d'habitudes, sur le temps que ça prend pour créer une habitude avec Toon ici. Alors, je conseille d'aller voir d'écouter le podcast pour voir c'est quoi le temps que ça prend pour que ça devienne une habitude puis que le client devienne un client gagné à long terme, un client fidèle. Je m'excuse de t'interrompre, mais on va conclure avec une dernière question, Alex. Ça me brûle les Yes. lèvres, là, mais ça fait depuis que j'ai commencé en affaires, là, ça va faire environ 10 ans qu'on me dit « Hey, les infolettes vont mourir ». C'est Ouais. quoi ton opinion là-dessus? Est-ce que les infolettes vont mourir? Ben, il y a 15 ans, j'y croyais, on le disait haut et fort, ça va mourir, mais ça continue. En ce moment, il y a une chose importante que tu as dit. Quand on investit en email marketing en ce moment, c'est le seul canal que quand on investit dans notre logiciel de marketing, on a 50 fois plus de ROI. Donc, à chaque dollar qu'on met dans notre logiciel d'email marketing, on a 50 fois plus de ROI. C'est le seul endroit que ça marche. Donc, oui, les gens en reçoivent beaucoup plus, mais par chance maintenant, les créateurs d'emails filtrent les gestionnaires d'emails comme Gmail, gèrent beaucoup mieux les emails, puis ils savent remonter et montrer les emails qui ont de la valeur à leurs utilisateurs. Donc, non, l'email ne va pas mourir et ça va continuer comme ça pour les prochaines années parce que ça va faire 15, maintenant 20 ans qu'on le crie sur tous les toits, peut-être 15 ans, excuse-moi, mais ça ne meurt pas. Oui, ça meurt parfois, par exemple, pour de la gestion interne des entreprises, qu'on va utiliser un Slack, on va utiliser un chat de gestion de projet, mais tout ce qui est vraiment recevoir des infolettes, de la valeur, des promotions, l'email reste vraiment puissant. Puis ça reste aussi, moi j'aimerais pousser plus loin là, dans le marketing automation. On peut pas seulement envoyer un courriel, mais envoyer un courriel à un employé à l'interne pour dire Hey, fais un suivi avec ce prospect-là parce qu'il a de l'air intéressé par le produit. Il y a plein de... Oui, c'est ça. Donc, dès que la personne a téléchargé un guide, on peut dire, envoie un email interne. Ouais, fais ça. Aussi, bientôt, les fois, on planche aussi sur les SMS en ce moment. Donc, c'est possible aussi d'engager les gens via SMS, un autre canal de communication. Mais le marketing automatique, c'est très puissant. C'est possible de créer des grands arbres hyper complexes. Mais ce qu'on dit aux gens, c'est toujours la même chose. Commencer petit pour avoir des résultats rapides. Puis ça, j'adore ça. Alors, en conclusion, le inbound marketing, c'est attirer des gens sur son site web pour lui offrir du contenu de qualité, pour au final le générer, aller capturer une adresse courriel, aller le transformer en liste. Puis par la suite, on a changé un petit peu de sujet. On a parlé beaucoup de marketing automatisé, mais c'est de le faire rentrer dans des campagnes de marketing automation pour l'arriver jusqu'à l'achat et le fidéliser. Et on a tout vu le tunnel de vente. J'aimerais rappeler que dans les notes de l'épisode, il y a le guide dans lequel j'ai pris les statistiques, un guide d'environ une trentaine de pages que j'adore. Si vous allez sur le site
du lien de l'épisode, puis vous téléchargez le guide. Vous allez aussi embarquer dans une séquence, je crois, de 5 courriels automatisés. Et puis, vous allez pouvoir voir c'est quoi le parcours client que LeadFox prend pour faire acheminer d'un lead à un client chez LeadFox. Alors, je vous conseille d'aller le télécharger. Je remercie beaucoup Alex. Merci Alex d'avoir été avec nous. Moi, j'ai adoré le contenu. Ça fait évoluer ma pensée aussi. Puis, je vais travailler un petit peu différemment. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas de pop-up nécessairement régulièrement sur le site d'Alias. Nos pages sont énormément vues et je ne vais peut-être pas assez capturer les leads sur les pages qui sont vues. Alors, je vais retravailler ça suite au podcast. Alors, un gros merci. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast sur un autre sujet. Et puis, j'aimerais encore une fois remercier nos partenaires qui nous permettent de faire ce contenu-là gratuit, c'est-à-dire la Banque nationale et le réseau Mentorat. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne journée.